10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, jeudi 14 mars. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Hervé Pochon. Bonjour Valérie, bonjour Gilles, quel plaisir et bonjour aux auditeurs. On est ravis de vous recevoir. D'habitude, on vous a en visio à travers votre téléphone pourri. Bah oui, je suis avec mon sac à dos partout au milieu de la France et là, je suis chez vous. Merci de m'inviter chez vous. Avant de repartir, on vous avait reçu plusieurs fois pour nous parler de vos marches, de vos longues marches, Saint-Jacques-de-Compostelle, la diagonale du vide, et vous rechaussez vos bottillons. Oui, tout à fait. Vous nous raconterez quel genre de chaussures vous mettez pour cette fois partir du Parlement européen et rejoindre Brest avec une question: quel est votre rêve? Alors quel est votre rêve à vous, Hervé Pochon? Bah déjà, c'est d'arriver au bout, parce que ça, c'est toujours pour moi une petite source d'inquiétude. C'est vrai. Oui, parce que quand on démarre une aventure comme ça, où vraiment, moi je pars avec mon sac à dos, mon micro, et le but c'est de rencontrer les gens. J'ai rien planifié. Enfin, pour être honnête, là, j'ai mes 3 premières étapes qui sont planifiées. Mais après, je sais pas du tout par où je vais passer. Je sais pas. Voilà. Donc, mon rêve, c'est que tout se passe bien et que, comme la diagonale du vide, ça avait vraiment été une super aventure où j'avais été logé chez l'habitant tous les soirs avec des gens qui étaient heureux de partager leur histoire et puis des gens de toutes sortes de milieux, quoi. Donc, c'est ça. C'est la rencontre à chaque fois. Et le balado, donc, de Pochon, c'est en podcast et on vous suit également sur Instagram et on va en reparler dans un instant. C'est gratuit. Et vous faites combien de kilomètres entre chaque étape? Eh ben, en moyenne, je fais 25 km, quoi. C'est-à-dire que je marche à peu près 7 heures et après j'ai 2-3 heures de montage. Donc voilà, ma journée, elle est assez minutée. Vous regardez la télé? Très peu. Pendant que je marche, jamais. Ça, voilà. Et chez moi, très peu. Enfin, j'ai quand même regardé le foot hier, donc je connais bien le score du PSG. Voilà. Combien? 3-1. 3-1. Vous êtes un soutien du PSG? Bah, je dois avouer mon passif Sur Sud Radio, c'est un crime. À Saint-Germain-en-Laye. Oui, parce qu'il faut être plutôt pour l'OM ici. Bah, ça dépend. Oui, j'ai bien vu, j'ai failli me faire lyncher là quand je suis arrivé. Pas du tout. Bah, là aussi, Valérie. Regardez votre Facebook, vous allez voir. Si vous êtes PSG. Combien de paires de godasses, combien de litres d'eau ou de nourriture? Est-ce que vous avez fait la liste? Non, alors paire de godasses, oui, ça c'est facile parce que j'en ai utilisé une paire pour Compostelle et j'en ai racheté une nouvelle paire pour la diagonale. Et pour vous dire la vérité, je me dis bon bah là pour la transversale, je vais essayer de garder la même paire parce que je trouve qu'elle est encore en bon état et j'ai quand même du mal à gaspiller. Alors même si la semelle est un petit peu usée, c'est vrai que quand mais moi je trouve ça incroyable. Quand on me vend la paire, le gars il me dit oui bah là vous pouvez faire 1500 km avec. Je dis, ah bon, pas plus? Bah, écoutez, non, c'est déjà pas mal. Bah, je dis, 1500 km, ça fait juste 2 mois, quoi. Je vais pas mettre, il me dit, mais qu'est-ce que vous fabriquez avec vos chaussures? Et donc, je vais un petit peu expliquer. Donc voilà, donc c'est la même paire de chaussures. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Vous avez été longtemps à France Inter, donc vous connaissez bien les médias. Hier, c'était l'audition par la commission de l'Assemblée nationale sur l'attribution des fréquences TNT. Il recevait Vincent Bolloré. Alors, il était rusé comme un renard. Ah oui, j'ai vu des extraits. Très ami avec le roi du Maroc. Oui, il est pas raciste. Il n'est pas raciste. Bah non, faut arrêter de dire ça. Il est rusé. C'est l'extrait que vous avez choisi? Non, c'est pas l'extrait que j'ai choisi parce qu'on l'a vu partout. Donc, non, moi je l'ai trouvé rusé comme un renard. Il a évité tous les pièges face au député Saint-Toul de la France Insoumise, qui l'a interrogé sur le licenciement, je suis resté média, de Stéphane Guy, qui en plein direct de foot a soutenu le licenciement de Sébastien Toen. Mais apparemment, Vincent Bolloré lit plus la presse économique que la presse média. Stéphane Guy, je connais pas moi. Monsieur Stéphane Guy a été licencié pour un défaut de loyauté. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire à qui il a été déloyal? Rappelez-moi qui est Stéphane Guy, je ne sais pas qui c'est, pardonnez-moi. C'est un monsieur qui a soutenu un certain Sébastien Toen, que vous devez mieux connaître, qui avait lui-même été licencié. Manifestement, Stéphane Guy a été ensuite licencié pour déloyauté. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas ce qu'il a fait, j'ai jamais vu ce dont vous parlez. Attendez, j'ai un groupe de 80 000 personnes au moment où vous parlez. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolé pour ce garçon. J'espère que tout va pour lui, mais je ne suis absolument pas responsable de tout ce qui peut se passer dans un groupe de cette taille-là. Ça n'existe pas. Je sais pas. Mais malheureusement, ces personnes, je ne les connais pas. Je regrette. Et je suis désolé pour elles.
Alors tout va bien pour Stéphane Guy, il est chez nos confrères de RMC, il commente le foot, il est tous les soirs sur le football sur RMC. Donc tout va bien pour Stéphane Guy. Je suis navré pour ce garçon. Oui, mais il est plutôt jeune quand même, Vincent Bolloré, il a des pertes de mémoire, il faut aussi peut-être accepter ça. Hein. Mais moi blague à part, je l'ai trouvé brillant et en face, il n'avait pas beaucoup de répondants. C'est surtout ça le problème. Donc voilà, c'est plus ça le problème, c'est que vous avez en face quelqu'un de malin, de rusé, de brillant. On n'est pas dupe, évidemment qu'ils les ont fumés un petit peu, mais en face, il y a personne. Et vous n'avez pas vu l'histoire sur l'avortement aussi? Si. Ça c'est un grand moment quand même, et où on le questionne, puisqu'il y a eu cette fameuse étude qui a eu passé à l'antenne où la source de mortalité numéro 1 c'est l'avortement en France, et il a fait une confession, il a dit que sa femme avait avorté, que et c'était pas son choix à lui. Et qu'il il y pensait tous les jours. Voilà. Absolument, il a dit ça. Et puis moi j'ai aimé le passage où il a dit qu'il était presque LFI finalement, puisqu'il publiait, je pense que ça a dû leur faire un peu mal, il publiait les livres d'Émeric Caron et de Sophie Binet de la CGT qui sort chez Grasset. Donc effectivement, ils ont peut-être pas tous percuté ça. Non, mais c'était intéressant à regarder. Et aujourd'hui, il y a Cyril Hanouna qui est auditionné à 14h. Je vous en mettrai 2-3, madame, dans mon zapping. Allez, on continue. Je vous mettrai un peu 500 grammes de plus. Hier, dans Télématin, Catherine Rager est revenue sur la séquence de vendredi où, après avoir chanté une Marseillaise quelque peu adaptée, le président Emmanuel Macron a voulu lui claquer la bise. C'est pas le genre de la Catherine, la bise. Ah non. Je trouvais que, en fait, c'est simplement la bise qui était mal placée. Enfin, pas qu'elle était mal au mauvais endroit, mais que c'était une situation solennelle et que c'était quelque chose de... Et donc il m'a fait d'abord un baise-main style... Voilà, à l'ancienne. J'ai essayé de lui refaire un, c'était pas possible, donc ça a donné un petit salut. Et après, quand il m'a dit, on se fait la bise, là, non. Je trouvais que c'était pas, ça n'allait pas de faire on sait que le quand c'est non, c'est non. me fasse la bise, là. Plus c'était, je suis pas son pote, lui non plus. Moi-même, j'aime pas spécialement faire la bise à tout va. Moi j'ai vu la séquence c'était très intéressant et je trouve qu'elle a tout à fait raison, quoi. Je veux dire, c'est pas le moment. Non, je veux dire, elle vient de chanter la Marseillaise à une cérémonie officielle. Je veux dire, faut arrêter. Vous, Hervé, qui est un amoureux du foot, ça vous rappelle quoi? Mbappé, quand Emmanuel Macron est venu le voir sur le terrain pour l'embrasser et le rassurer, c'est son grand truc, c'est son grand truc. Toujours le mauvais moment. Mbappé, il s'est laissé faire, alors que Catherine Ringer, elle est plus âgée, elle a plus d'expérience, quoi. C'est un peu la Valérie Expert, elle déteste qu'on lui claque la bise. Si un jour vous rencontrez Valérie Expert, ne lui claquez pas la bise. Parce que moi je suis plutôt, vous êtes un peu intime. Mais les gens inconnus comme ça qui je voulais pas dire qu'on était intime, moi je voulais pas. Non, c'est quelque chose. Allez hop, vous avez vu comment je vous ai balancé? Bim. Il y a 3 ans, le 29 septembre 2021, François Vérove, dit le grêlé. Dit le grêlé, se suicidait en laissant une lettre d'aveu où on comprend en fait qu'il était un tueur en série. Et cette semaine, le journal Marianne a eu un sacré scoop. Le grêlé a participé, vous avez lu ça? Un sacré scénario de film, ça. Au jeu de France 2, tout le monde veut prendre sa place. Je pensais à Jacques Expert qui écrit beaucoup de polars. Je pense que là, il peut avoir une piste. En 2019, l'extrait a été évidemment retrouvé. Monsieur François. Bonjour David. La Grande Motte. Vous fûtes policier, vous ne l'êtes plus? Non, j'ai commencé par le cheval, à la garde républicaine au régiment de cavalerie. Waouh! Et alors là, est-ce qu'on est plus souvent en train de défiler que... Parce que moi, j'ai rarement été contrôlé en voiture par un cheval. Donc Parce que vous ne circulez pas dans le bois de Boulogne ou dans le bois de Vincennes. On assure... Merci de sauver ma réputation. Non mais dans le bois, ce sont des chevaux qui se baladent. Oui, tout à fait. Vous avez 2 postes à cheval, un poste permanent et un poste provisoire. Vous y restez 1 semaine et vous assurez la sécurité quotidienne des promeneurs le jour uniquement. La nuit, c'est autre chose. C'est un autre étalon qui arrive. Surtout. Ça fait froid, un autre étalon qui arrive la nuit dans le bois. Patricia Tourangeau qui vient de publier un livre sur lui et qui racontait que en fait lui-même est accusé, je crois, d'un viol dans le bois de Boulogne. Donc c'est d'un cynisme incroyable. Lui, le grêlé. Le grêlé s'est fait violer. Non, violé dans un bois. D'accord. On l'accuse de viol alors. Non, c'est glaçant. Quand on réécoute l'extrait, ça fait vraiment bizarre. Oui, c'est pour ça que je regarde pas la télé, parce que finalement on
nous raconte des histoires, mais alors on sait absolument pas le tenant et les aboutissants aussi, vous comprenez. Et hier, dans C'est à vous, Laurent Gérard, qui venait de faire la promo de son nouveau spectacle, dans C'est à vous, regrettait les hommes politiques actuels. Pour lui, ils sont trop fades et il est en manque de voix. Bah oui, il y a une crise de voix. Pour un spectacle qui se passe dans un restaurant. Mais oui, je trouve que le personnel politique est pas très intéressant, quoi. On va toujours faire plus marrer avec Hollande, Sarko et... Jacques Chirac. Oui, bon... vivant, hein, je parle, mais oui, pardon. Là, je vais faire le président Macron, mais c'est vrai que c'est moins intéressant. C'est des personnages qui sont un petit peu moins intéressants. Mais on me réclame ceci, hein. Ouais. Et Laurent Gérard, ça me permet de faire un petit clin d'œil à nos auditeurs de Lyon, depuis qu'on a une fréquence à Lyon, et 105.8, et bientôt, vous allez voir Patrick Roger venir à Lyon. Il va y avoir une délocalisation pour nos auditeurs de Lyon. J'en profite, puisqu'évidemment, Laurent Gérard est un célèbre Lyonnais. Il a même un restaurant, Léon de Lyon. Ah, voilà. Dès qu'il y a un restaurant, il y a Valérie. C'était bon, c'était bien. Vous avez mangé de la quenelle? Non, je suis pas allée. De la rosette? Non, je suis jamais allée. Vous avez vu, je suis pas dans les clichés. Non, absolument. Sur France 2, lundi, dans le Grand Échiquier, il y avait Bernard Lavillier qui a fait une performance qu'il pourrait refaire aux Jeux Olympiques, puisqu'il a repris, vous allez voir, dans une vraie version adaptée, L'homme à la moto d'Edith Piaf. Pars pas ce soir, s'il te plaît, je vais pleurer. Mais les mots furent perdus, c'est l'âme pareillement, dans le bruit de la machine et le tuyau d'échappement. Bourdi comme un diable, avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu, contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto. C'est pas mal, hein? Ah non. C'est une vraie interprétation. C'est vrai, pour le coup, on le sent investi dans la chanson. Attendez, vous parlez de Bernard Lavillier quand même, Gilles, c'est pas non plus... mais c'est pour ça que je vous l'aimais. Puis en plus, comme l'émission n'a pas marché, au moins grâce à Sud Radio, on entend Bernard Lavillier. Absolument. Allez, un petit truc au passage. On était en forme ce matin. Allez, on se retrouve dans un instant avec Hervé Pochon qui va repartir rechausser ses baskets pour rejoindre Brest depuis le Parlement européen avec cette question: quel est votre rêve? Vous allez peut-être le croiser. J'espère. De Strasbourg à Brest. Est-ce qu'on a encore des rêves? Ah oui. Ça, c'est la vraie question. Avec Hervé Pochon. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Quand on ne se fait pas entendre, nos agriculteurs, on parle de nous que pour le salon de l'agriculture, quand on a le président qui va caresser le cul des vaches, comme on dit. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Hervé Pochon. Vous êtes journaliste, comédien. Vous avez été longtemps sur France Inter et vous avez depuis combien de temps, 3-4 ans, décidé de devenir masochiste. Non, de marcher. Vous avez commencé. J'avais commencé à France Inter, pour être honnête. J'avais fait le chemin de Stevenson, qui est un chemin qui va de Monastier-sur-Gazeille jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, qui est à peu près 220 km. Et j'ai fait ça avec un âne. Et ça avait bien marché. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un moyen. C'est pour moi le meilleur moyen de rencontrer les gens et de les interviewer. Parce que les gens me disent: mais pourquoi tu fais pas ça à vélo? Tu irais plus vite. Mais non, mais à vélo, je serais encombré avec mon vélo, alors que là, je marche, je vois quelqu'un qui arrive en face de moi, il a le temps de me voir, et puis je sors mon micro, et puis je commence à parler, et ça se passe facilement. J'ai fait une petite vanne sur le masochisme, mais est-ce qu'il y a un moment où vous avez dompté la douleur? Est-ce qu'il y a un moment... Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a de la douleur dans ces marches qu'on fait de 20-25 km? Et est-ce que vous vous astreignez à dire: allez, je marche encore, je vais peut-être faire une nouvelle rencontre, je vais peut-être rencontrer quelqu'un, ou il n'y a aucune douleur, en fait? Non. Il y a zéro douleur, sincèrement. Le soir, il y a de la fatigue, mais non, je suis pas maso parce que c'est que du plaisir. À la fois, c'est du plaisir dans mon travail, si je puis dire, comme je vous disais, pour interviewer les gens, c'est facile. Et puis, moi, je trouve que la marche, c'est quand même, avec la natation, les deux sports entre guillemets les plus doux possible. Et donc, on va à son rythme. Il y a pas de, je suis pas dans la recherche de la performance. Je suis pas là à me dire: il faut que j'arrive à Brest avant telle date. J'ai promis à ma femme et mes enfants que je serai de retour au plus tard 2 mois après le jour du départ. Donc, je prévois un peu large. Et à tel point que pour la diagonale du vide, j'étais un peu en avance et je suis rentré en stop.
en continuant à faire des podcasts, en interviewant les gens et c'est super parce que même avec le stop, on fait j'ai découvert ça aussi, c'est que t'entends là, par exemple, autant pour Compostelle, moi j'étais un intégriste, j'ai jamais posé mon cul dans une voiture, j'ai tout fait à pied. Autant la diagonale du vide, j'avais pas peur de le dire, que de temps en temps, quand je me tape 5 km d'une départementale où il y a rien et que j'entends une voiture, je tends mon pouce tout en marchant, quoi. Et souvent les voitures s'arrêtent. Et parce que peut-être il y a le sac à dos, peut-être. Qui vous prend? Ouais. Et ben justement, c'est ça, je pense alors ça tombe bien parce que je pense à une auditrice qui écoutait Sud Radio et voilà, et elle s'appelle Valérie en plus et elle me disait et elle était femme de ménage et elle allait d'une maison à une autre pour justement faire son travail, quoi. Et c'est vrai il y a pas la peur aujourd'hui. Le stop, ça a été très populaire dans les années 70, mais aujourd'hui, même dans les rencontres que vous faites, c'est-à-dire l'inconnu, il n'y a pas un petit mais qu'est-ce qu'il me veut, qui c'est celui-là, c'est pas un fou. Je pense que les peurs, il doit y avoir de la peur, mais les gens qui ont peur ne s'arrêtent pas, quoi. Et vous avez raison, je suis assez impressionné et vraiment touché de voir que il y a autant de femmes seules qui m'ont pris en stop, quoi. Vous êtes beau garçon. Oh, merci Valérie. Vous savez, là vous me voyez, je suis rasé, mais quand je marche, je me rase pas. J'ai vraiment le plus la tête de... Oui, beaucoup de femmes seules donc qui s'arrêtent. Eh oui, et je pense, et de tous âges, il y a des jeunes. Alors ça, c'était assez rigolo parce qu'il y en a une, elle était allée refaire son passeport. Il lui a fallu, je sais pas, faire au moins 40 km parce que forcément, voilà, c'est un peu la diagonale du vide. C'est un peu la France où il y a plus tous les services publics. Vous étiez parti de Givet dans les Ardennes. Ouais. Et j'ai traversé tout en diagonale comme ça pour arriver jusque dans les Landes à Messanges. Voilà. Et il y a une fille à un moment qui me prend en stop et puis quand je monte je vois excusez-moi, France Inter qui apparaît sur sa radio et donc elle me dit alors vous faites quoi vous et tout. Et alors là je sors mon micro et puis je lui dis moi vous voyez je traverse la France à pied et tout. Ah mais vous m'interviewez. Et je lui dis oui parce qu'avant vous voyez je travaillais sur la radio qui affichait sur votre truc. Alors je lui dis ah bon. Elle me dit ah bon mais vous appelez comment. Je lui dis Hervé Pochon. Non, vous êtes Hervé Pochon. Oh là là, j'étais trop fier. Ah oui, non, mais c'est ça qui est bien avec la radio, c'est que finalement, je veux dire, moi si je faisais ça à la télévision, c'est impossible, quoi. Il y a plus le plaisir de se dire tiens je parle à un inconnu. Non, ce serait plutôt les gens s'arrêteraient en disant tiens je vais prendre Christophe de chez Havane et je vais lui poser des questions. Je vais trahir un secret si vous le permettez. Il y a eu des échanges de mails pour que vous puissiez venir ici et vous avez expliqué que parce qu'on n'en a toujours pas parlé que votre but dans ce nouveau podcast, c'est d'aller voir les rêves des gens. Et vous avez écrit que votre rêve à vous, mais comme une boutade, était de revenir à France Inter. La radio vous manque? Ah non, c'est pas ça que j'ai dit dans mon rêve. J'ai dit que un de mes rêves, ça serait que France Inter me rappelle. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas sûr que je décrocherai. Exactement. Voilà. Et voilà, parce que la nuance est importante, parce que c'est vrai que ça a été assez brutal le départ. Voilà, il y a comme une blessure. On peut saluer Noël Bréham qu'on va recevoir jeudi, qui a une histoire similaire. Ah bah oui, je la salue et j'espère que son histoire se terminera. Elle viendra pour un livre aussi bien que la mienne. Mais non, mais c'est vrai que c'est une blessure, un licenciement comme ça quand vous commettez aucune faute. Mais bon, voilà, j'apprends rien. Enfin, il y en a c'est la vie des médias. C'est juste qu'on en parle peut-être un peu plus parce que ça se passe dans les médias. Mais en plus, moi, je peux dire que j'ai été très bien traité par Radio France, qui avec 200 CDD m'a donné 5 ans de salaire. Donc, je peux même vous dire, c'est pour ça que je suis pas maso, c'est que je serais même pas obligé d'aller marcher si je voulais. Mais je parle de l'outil radio, c'est quelque chose qui vous manque? Mais c'est plus la famille, pour vous dire. Moi, j'avais vraiment l'impression de faire partie. Et il y a tout un discours dans l'entreprise qui est comme ça. Quand vous avez les sondages, vous savez ce que c'est. On vous dit, voilà, la famille, regardez, on est tous ensemble et tout. Et donc, moi, bêtement, j'y ai cru. Je me suis dit, je fais partie de la famille. La famille peut pas vous faire du mal. Bon, si, en fait, la famille, à un moment, elle peut te dire, écoute, tu fais toujours la même chose. Au revoir. Et ça, c'est pour moi une blessure. Et mais il y a une personne qui a décidé ça. Moi, dans la radio, j'y avais beaucoup d'amis et j'y ai toujours beaucoup d'amis, quoi. La diagonale du vide, Saint-Jacques-de-Compostelle, et donc cette fois-ci ce trajet Parlement européen symbolique avec les élections au mois de juin jusqu'à Brest. Exactement, c'est du Rhin au Raz. Et c'est encore alors
c'est vrai que ça n'a pas la connotation poétique qu'on pouvait donner à la diagonale du vide, même si certaines personnes trouvaient que c'était péjoratif de parler de la diagonale du vide. Donc là, c'est pas un trajet qui est un peu inscrit dans la mémoire. C'est juste que ce qui est assez rigolo, c'est quand vous prenez une carte de France et que vous faites Strasbourg-Brest, c'est horizontal, mais vraiment horizontal, et les gens sont persuadés que je vais passer au nord de Paris, alors que pas du tout. Je passe au sud de la forêt de Fontainebleau, je passe à Fontainebleau, voilà, et après il y a Chartres. Donc en fait, je vais croiser mes deux chemins que j'ai fait. Oui, c'est ça. Ça va faire un moment. Il y a un point où vous allez, un point où vous pouvez vous retrouver. Enfin, c'est-à-dire sur les deux précédents parcours. Ah non, il n'y a pas eu de point de croisement. Si, quand j'ai fait la diagonale, j'ai croisé mon chemin de Compostelle du côté dans les Landes, à Thaler, et là je vais croiser ma diagonale dans la Meuse, mais je sais pas exactement où parce que je sais pas encore trop par où j'ai passé, et Compostelle je risque de le croiser à Chartres parce que effectivement les deux passent à Chartres. Après je sais pas si je repasserai à Chartres, mais disons que voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les rêves? Pardon. Non, je voulais savoir moi s'il y avait des villes qui vous réclamaient, si aujourd'hui vous êtes connu. Il y a des départements, par exemple il y a les Vosges qui m'ont dit on aimerait bien que vous veniez marcher dans notre département pour faire connaître. Sponsoriser. C'est ce que je leur ai proposé. C'est ce que je leur ai proposé. Qui vous donne un peu d'argent. Et donc, vous posez une question à chaque fois. Cette fois-ci, c'est quel est votre rêve? Il y avait eu, qu'est-ce qui vous rend heureux? La première pour Compostelle, c'est quel est votre but? Puisque moi j'avais été licencié, comme on vient de le dire, et je me demandais, mais quel est mon but, quoi, maintenant que j'ai plus la contrainte de, d'avoir une émission à produire. Quel est mon but? Et puis, comme beaucoup de journalistes, moi, je suis assez paresseux, donc je me suis dit, plutôt que de trouver la réponse, je vais demander le but aux autres, peut-être ça va me donner une idée sur mon but. Et c'est vrai que ça m'a bien nourri, quoi. Je suis arrivé jusqu'à Compostelle, en disant que mon but c'était d'arriver à Compostelle, et voilà. Et après, la deuxième question, c'était qu'est-ce qui vous rend heureux? Parce que, une fois qu'on a atteint son but, se pose la question du bonheur, quoi. Parce que alors, évidemment que les questions se recoupent, parce que il y a des gens qui vous disent que pour être heureux, mon but c'est d'être heureux, et là ça va être quel est votre rêve? Parce que il y a des gens qui vous disent, et je suis assez d'accord, il faut tous les jours se réveiller avec un rêve en tête. Vous pensez que les gens rêvent encore avec la vie qu'on a en 2024, avec les difficultés qu'on a, avec les médias encore qui plus, sont j'ai très envie de vous dire, pessimistes? parce que plus la situation est difficile pour certains, plus il y a une ouverture en se disant je rêve de ça, et je vois mon fils qui travaille dans un restaurant me raconter ce matin que il discutait avec un Sri Lankais qui était au bar et qui lui racontait sa vie, que sa femme était restée au Sri Lanka depuis 4 ans, il l'a jamais vue, et il a eu une petite fille qu'il a toujours pas vue, et son rêve, et il dit je me réveille tous les matins avec un rêve, quoi, et j'ai envie de je voudrais revoir ma fille, quoi. Mais en fait il a forcément pas les papiers, il a l'autorisation de travail mais il a pas les papiers, donc il pourrait quitter le territoire mais pas revenir, et il peut pas faire venir sa femme non plus. Enfin voilà. Donc lui son rêve il est très concret, quoi, et qui le maintient et qui le fait avancer, quoi. Et il y a un auditeur qui aimerait voyager avec vous. Son rêve, c'est de partir marcher avec vous. C'est magnifique. Oui. C'est gentil, ça. Mais d'ailleurs, il y en a de temps en temps, vous savez, comme je suis sur Twitter ou sur Instagram @pochon, les gens voient mon parcours et me disent mais vous arrivez près de chez moi, est-ce que vous pouvez venir dormir à la maison? Donc ça, je remercie beaucoup, parce que ça, effectivement, c'est souvent comme ça que je trouve des hébergements. Et puis parfois, il y en a qui disent est-ce que je peux marcher un peu avec vous? Et bon, moi j'ai du mal à refuser, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je leur dis je peux pas être tout le temps avec quelqu'un, parce que comme mon but c'est de rencontrer l'autre, ça coupe les rencontres. Voilà, c'est un peu difficile d'avoir toujours quelqu'un qui est à côté puis qui écoute les questions et les réponses des autres. Allez, on vous écoutera donc à partir de mardi. Mes podcasts seront en ligne à partir de mercredi. Je commence à marcher mardi, après mardi je fais le montage, et mercredi matin vous avez à 6h du matin pendant 2 mois, le balado de Pochon. On se fera un petit visio. Avec plaisir. Avril-mai pour savoir même si je vais pas trop dans le sud cette fois-ci, avec plaisir. On fera un petit visio. Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict, Amazon, Spotify, vous êtes partout. Hervé Pochon, le balado de Pochon. C'est super. Abonnez-vous et on écoute ça pendant des heures. Merci et bonne route, vous dit Stéphane, qui nous raconte que lui, quand il était à la DAS, il y avait on les envoyait pendant 10 jours à 2 marcher et faire tamponner dans des
des villes, des passages, et que c'était quelque chose qui l'a marqué. D'ailleurs, je vous conseille un livre, Valérie, qui lisait beaucoup, qui s'intitule Le chemin des estives et qui raconte l'histoire de deux jésuites. Et il y a ce qu'on appelle le mois du mendiant, il paraît-il. Et avant d'être vraiment jésuite, on vous envoie marcher pendant un mois et vous avez ni carte bleue, ni téléphone portable, vous avez rien. Et il faut vous faire héberger et trouver à manger. Et vous n'avez pas le droit d'avoir le curé du coin en disant oui, on est des jésuites, vous pouvez nous héberger, ça c'est interdit. Et c'est un super bouquin, c'est écrit par Charles Wright. Écoutez, c'est formidable. Merci Hervé Pochon. On va recevoir votre opposé. Là, on fait le grand écart parce qu'on va parler crypto-monnaie. Et du milliardaire et de l'argent. Allez, à tout de suite. Merci Hervé Pochon. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, alors là oui c'est le grand écart puisqu'on revient les pieds sur terre avec Jean-Gabriel Guillet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur et on peut retrouver votre documentaire sur Canal+ Doc et sur MyCanal évidemment. Crypto-monnaie, mon incroyable odyssée. Vous êtes un ancien trader, enfin vous êtes trader toujours ou pas? Ancien trader et vous avez voulu remonter aux origines du Bitcoin. Et vous nous plongez dans cet univers. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est vertigineux. Oui, et puis rencontrer aussi les premiers milliardaires du Bitcoin. C'est ça qui est passionnant. Alors Gilles, il connaît très bien. Non, mais c'est ça. D'ailleurs, je vois que vous avez une montre pas très bling bling. Oh, elle est jolie quand même, non? Non, je ne la vois pas d'ici. C'est quoi comme montre? C'est une montre Cartier. Ah oui, ça va. Alors racontez-nous, c'est quoi le Bitcoin? On va faire le Bitcoin pour les nuls ce matin. Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. Pour simplifier les choses, une crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale. Pas de billets, pas de pièces, évidemment. Et surtout, c'est une monnaie qui dépend ni des banques ni des États. Qui est sur la blockchain et qui est sécurisée par un système cryptographique. La première qui existe, c'est le Bitcoin. Elle a été inventée par un homme mystérieux, ou peut-être même un collectif de personnes qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Donc il y a un homme que vous allez dont vous parlez justement dans le documentaire qui dit moi j'ai rien à voir avec tout ça, celui qui porte ce nom-là. Oui, parce qu'il y a eu un mystère, donc il y a plusieurs personnes on a cru que c'était eux ou qui sont déclarés comme étant lui. Et en fait, personne l'a jamais trouvé. Et apparemment, donc il détiendrait évidemment énormément de Bitcoin. Et ce mystère qui entoure le Bitcoin rend aussi la chose encore plus intéressante. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus. Et en fait, c'est le casino, c'est-à-dire que vous pouvez mettre 500 € et suivant. En fait, le Bitcoin, le secret, c'est que il y a un nombre limité qui ne change pas. Donc soit il y a des gens qui rentrent et qui sortent, et suivant les gens qui rentrent et qui sortent, eh bien ça montre où ça peut descendre et avoir une descente vertigineuse. Vous pouvez mettre 5 000 €, vous retrouvez avec 0 €, comme vous pouvez vous retrouver avec 50 000 €, et puis vous vous dites je ne vends pas parce que ça va continuer à monter, vous ne vendez pas et bim, ça descend et vous perdez vos 50 000 €. C'est une offre, en fait le nombre maximum de Bitcoin c'est 21 millions, ça c'est programmé dans le code, parce qu'en fait ces crypto-monnaies elles ont des codes qui programment comment elles vont fonctionner. C'est ça la grosse différence avec les monnaies qu'on connaît, l'euro, le dollar, qui sont dirigés par des banques centrales et des États. On peut faire la planche à billets. Les États-Unis qui produisent énormément d'argent, etc. Là, non, c'est des codes qui vont programmer combien il va y avoir de monnaie, comment elles vont fonctionner, etc. Et c'est ça le changement assez philosophique, c'est-à-dire qu'on passe de monnaie, parce que nous on est quand même des générations, on a été habitués, la monnaie c'est l'État en fait, c'est l'État qui décide. Et là, il y a des gens qui disent non, attends, on va changer ce concept. Maintenant la monnaie va plus être décidée par des États, mais va être décidée par des codes, des algorithmes, et toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut plus croire les États comme étant capables de créer la monnaie ou ces nouvelles monnaies qui sont créées. Pour vous, ça redessine vraiment l'économie mondiale. C'est-à-dire que vous pensez que c'est un énorme bouleversement. Je pense que ça peut être un bouleversement de la même taille qu'Internet, en fait. Et les gens qui promeuvent ces crypto-monnaies pensent ça. Ils disent, voilà, 2000, ça a été la révolution Internet qui a complètement changé nos vies en 20, 30 ans sur des milliards de verticales. Et les crypto-monnaies pourraient être le même bouleversement, le même raz-de-marée, mais sur l'argent. Digitaliser l'argent, en fait. Mais au départ, il y avait une vraie philosophie de donner accès à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde pouvait, entre guillemets, jouer à la bourse et devenir riche. Et en fait, ça a été une nouvelle fois perverti par le système, quand même. C'est-à-dire que ce qu'on voit bien dans votre documentaire, c'est que globalement, ceux qui ont été les premiers à investir dans le Bitcoin sont devenus des parvenus.
Oui, après on peut aussi considérer que c'est des gens qui ont eu l'intelligence de voir une révolution à son tout début, parce que c'était plus difficile d'y croire évidemment au tout début que maintenant, où il y a beaucoup de publicité autour et que c'est devenu très connu, très mainstream. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de se demander si la taille de cette révolution, parce qu'aujourd'hui c'est une révolution financière, il y a beaucoup d'argent qui s'est mis là-dedans, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui les crypto-monnaies sont pas totalement utilisées par les gens pour les consommations courantes, le paiement, etc. C'est plus vu comme une réserve de valeur, par exemple comme l'or, où on décide on décide d'investir là-dedans en se disant que ça va être un investissement qui va rapporter quelque chose. Mais il y a bien de l'argent au départ. Je veux dire, quand vous investissez. Il y a bien un argent, les 1000 euros ou les 100 euros que vous investissez, c'est de l'argent d'un État, c'est de l'argent tangible. En fait, pour acheter les crypto-monnaies, on va sur des bourses d'échange et là, on échange de l'argent, les euros, les dollars qu'on peut avoir contre des crypto-monnaies. D'accord. Vous avez rencontré des personnages très importants, de ceux qui ont réussi, Gilles l'évoquait. Et ça a été facile de les convaincre de parler ? Ça dépend. C'est quand même un monde plus ouvert, un peu comme les startups, la tech, que d'autres univers qui sont plus. Les gens ont. Puis j'étais étonné parce que vous avez eu quand même parmi les plus importants qui sont exprimés. Je me suis dit tiens. Non, puis c'est des gens très riches, c'est des gens qui peuvent être exposés, etc. Mais ils ont quand même envie. Ils ont en fait ce qu'ils ont tous, c'est la fibre de vouloir communiquer l'importance de leur révolution, et c'est vraiment des passionnés. Il y a une dimension presque politique et philosophique. Ils veulent expliquer que c'est le nouvel argent, c'est la nouvelle monnaie, c'est la nouvelle révolution du siècle. Oui, enfin, ils achètent plus des grands yachts et des grands bateaux que d'aider leurs prochains. Il y a un peu de tout. C'est vrai, il y a des gens qui sont dans des milliardaires classiques qui vont voir des biens de consommation matérielle, mais moi, il y a aussi des cas de gens qui ont été très généreux. Par exemple, j'ai interviewé le créateur d'Ethereum, qui avait donné beaucoup d'argent au moment où il y avait des séismes et inondations en Inde. Il avait donné une bonne partie de sa fortune pour aider. Donc, je pense que on retrouve les mêmes bienfaits, les mêmes vices que dans l'économie classique. On va retrouver des gens. C'est à la portée de tout le monde ou pas? Ou pas encore, ou il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. En fait, c'est plutôt à la portée de tout le monde d'acheter des crypto-monnaies. Ça, c'est devenu assez facile, etc. C'est devenu super simple. Après, la couche technologique, bien la comprendre, essayer de bien la saisir, ça reste quand même une technologie qui est assez complexe. Parlez-nous de Michael Saylor, un personnage assez incroyable, qui est celui qui a le plus de Bitcoin, enfin de crypto-monnaies, c'est ça? Exactement. C'est un entrepreneur américain qui, lui, croit dans le Bitcoin, mais d'une manière quasi religieuse. Lui, sa thèse, c'est que les monnaies vont s'effondrer, l'euro, le dollar, parce que justement les banques centrales ont imprimé trop d'argent, il y a des trop grosses dettes, etc. Et que la valeur futuriste refuge, c'est le Bitcoin. Donc il en achète tout le temps, que le prix monte, baisse, etc. Il en a aujourd'hui presque 200 000. Et comme aujourd'hui le Bitcoin est à 72, 73, 74 000, il est assez content et il pense qu'il a plutôt réussi son pari. Et il pense que ça va continuer encore à monter. Donc lui, il investit tout en Bitcoin. Mais il y a quelques mois, c'était complètement dans les choux. C'était à 22 000, c'était à même 17 000, c'était une cata. Ouais, le prix est très fluctuant, c'est un actif qu'on appelle volatile, donc le prix bouge beaucoup, mais c'est ça aussi qui amène pas mal de gens dedans, parce que comme le prix bouge, les gens se disent il y a des opportunités financières et ça attire du capital. Votre documentaire, il démarre par une chanson des Rolling Stones, The Vile, Sympathy for the Vile. Est-ce que vous pensez que c'est une invention du diable? On n'y a pas pensé quand on a mis cette chanson-là, on l'aimait juste parce que c'est une magnifique chanson. Non, moi je pense pas que c'est une invention du diable. Je pensais qu'il y avait un message. Excusez-moi, je suis plus intelligent que moi. Super, non, mais s'il y a un message subliminal, c'est génial, c'est encore mieux. Mais moi, non, j'ai pensé à ça, j'ai pensé que vous vouliez dire que c'était une invention du diable. Non, je pense pas que c'est une invention du diable. Je pense que c'est exactement pareil qu'Internet. C'est une technologie. Une technologie, elle est assez neutre au départ. En fait, on peut en faire des choses bien, on peut en faire des choses pas bien, mais ça offre des possibilités. Internet a offert beaucoup de possibilités. Je pense que les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain vont donner beaucoup de possibilités en termes de commerce, en termes d'échange, en termes d'investissement, en termes de création. Je pense que ça va changer beaucoup de règles du jeu et ça peut être un essor de créativité et de nouveaux projets. Là, c'est à 72, je mets 1000 pour me dire que ça va être à 100 000 à la fin de l'année? Non, le conseil que vous déjà, vous faites ce que vous voulez, parce que je gère pas votre argent. Mais il faut quand même rappeler à vos auditeurs, parce que c'est important, que ça reste quand même un marché qui comporte certains risques. Il faut pas faire n'importe quoi, parce que c'est greffé là-dessus. Il y a beaucoup d'arnaques, il faut le dire, sur TikTok. Il y a des plateformes qui ont fait faillite, donc il y a des gens qui ont tout perdu, parce que comme c'est un marché qui est complètement
complètement dérégulé, c'est à la fois des opportunités, mais aussi des risques. Et il faut toujours rappeler d'être prudent, de mettre de l'argent qu'on peut perdre puis les aussi. Influenceurs Il y a beaucoup de gens qui se sont greffés là-dessus et qui ont commencé à raconter tout et n'importe quoi. Et donc il faut toujours. Je pense qu'une règle de base dans l'investissement, ça vaut pour les cryptos, mais ça vaut pour autre chose. C'est quand même de toujours rester assez prudent et de s'intéresser beaucoup à la chose avant de mettre de l'argent. Mais est-ce que ça va monter? Il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont positifs pour les crypto-monnaies en ce moment. Il y a les ETF américains, c'est-à-dire que les grosses boîtes d'investissement commencent à mettre de l'argent dedans. Il y a le climat politique aux États-Unis, parce que l'élection de Trump pourrait aussi changer les choses, parce que Trump est plutôt devenu favorable au Bitcoin. Il y a le halving, c'est un peu compliqué, mais disons qu'il y a une nouvelle. Le halving, c'est-à-dire que cette année, il va y avoir, les mineurs de crypto-monnaies vont toucher moins de Bitcoin à chaque fois qu'ils minent un bloc de Bitcoin. Donc ça réduit l'offre, donc ça normalement c'est plutôt favorable pour les prix. Mais encore une fois, c'est un marché volatile, on a vu beaucoup de surprises, on a vu des prix qui devaient monter finalement qui sont baissés ou vice versa. Faut être un peu joueur quand même. Il y a quand même un côté Valérie? Non, je connais rien du tout. Mais tu 500 €? Non. Allez. Non. Les auditeurs me disent si une guerre ou la coupure internet, est-ce que c'est un risque? Tout part en fumée, alors que l'or, c'est quelque chose au moins de tangible. Bien sûr. Mais Internet, effectivement, on peut tout perdre si un jour il y a je pense que chaque actif possède des risques et des avantages. Il y a évidemment des risques sur les crypto-monnaies. Ça peut être le risque de contrepartie, la plateforme qui garde vos clés. Il y a une plateforme qui a fait faillite. Ouais, il y en a eu plusieurs. Mongox, FTX, on en parle dans le documentaire, etc. Non, il faudrait pas faire croire aux gens qu'il y a aucun risque. Il y a toujours des risques dans les investissements. Il y a des hackers aussi. Il y a des hackers, il y a des scammers, il y a des gens donc il y a de tout. Il y a des très beaux projets, il y a des gens qui construisent des très belles choses. Il y a aussi des arnaques. Donc la vigilance est de mise. Mais c'est vrai que souvent les gens qui pensent que le Bitcoin va beaucoup monter vont vous dire que l'or c'est plutôt l'actif du passé et le Bitcoin c'est plutôt l'actif du futur. Hier vous étiez dans l'émission de Cyril Hanouna, est-ce qu'il a dit Bitcoin? Je crois pas, mais par contre il est vraiment. Je pense pas qu'il en a personnellement, mais par contre il était vraiment très intéressé par le sujet. Il avait plein de questions et les chroniqueurs aussi. Ce qui est bien quand même avec ce sujet, c'est que je pense que ça réveille la curiosité des gens. Et comme Internet, comme l'intelligence artificielle, comme le métaverse, etc. Moi je pense quand même que c'est des grands enjeux du futur et ce serait un peu dommage de pas en parler. Donc merci encore de m'inviter pour pouvoir évoquer ce sujet. Le documentaire est très bien fait parce que c'est vraiment une plongée dans cet univers. Ça raconte un peu la manière dont c'est né, comment ces hommes principalement des hommes, ont fait de l'argent. C'est un peu le même, malheureusement, c'est un peu le même biais discriminant que la technologie. C'est que je pense qu'il y a 90% d'hommes, 95% d'hommes, mais j'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes pour venir dans cet univers. On peut dire aux gens tout de même prudence. Regardez le documentaire parce que tout y est abordé justement sur les risques, ceux qui ont perdu, ceux qui ont beaucoup gagné. Et donc c'est à voir sur MyCanal ou sur Canal+ Doc Crypto-monnaie, mon incroyable Odyssée avec la musique Sympathie qui ouvre Devil, pas Devil. Ne me donnez pas de leçons. Déjà, vous avez rien compris à l'émission qu'on vient de faire. Si, j'ai tout à fait compris. C'est très clair. Merci Jean-Gabriel. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et nous, on se retrouve pour les débats. À tout de suite. Et demain, on aura Elisabeth Lévy. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.